Un petit mot sur les tisserands. Donc, les tisserands, c'est une communauté qui s'est lancée en juin 2019 à J'entends rien. Morlaix. C'est toi, Anne, qui n'entend rien, c'est ça? Ah, ouais, désolée. Zoom et moi n'est pas copain. Alors, mets-toi confort. On va attendre que ce soit bon pour toi. Pour moi, c'est bon, c'est juste que c'est un petit peu haché euh, pour te capter. Donc, je couperai ma vidéo après parce que ça coupe beaucoup. Donc, les tisserands, c'est une communauté c'est Tony qui a pris l'initiative d'ouvrir cette communauté, les tisserands du web, à Morlaix en juin 2019. Après une vingtaine de rendez-vous en physique sur tout le territoire de Morlaix, sur des questions du numérique, eh bien, ça fait maintenant malheureusement un an qu'on est en ligne. Et on a pensé avec Émilie, avec Christelle, ce festival de l'été avec un web échange à chaque fin de mois sur, voilà, on est en sortie de crise Covid, on l'espère. Comment booster notre business, notre entreprise, notre projet, notre visibilité, nos activités. Et donc, ce soir, donc c'est Anne Lou qui vient de Toulon, qui va nous faire son partage d'expérience, son témoignage sur une problématique autour du no-code. Et Tony qui va essayer de répondre, d'attraper au vol les questionnements de Anne et de nous faire, on va dire, plonger dans cet environnement qu'est le no-code, avec ses contraintes, mais aussi ses avantages et les évolutions pour le futur. Ce que je vous propose, avant de donner la parole à Anne, c'est qu'on fasse un petit tour de table assez rapide. Votre prénom et puis un petit peu, en 2-3 mots, pourquoi vous êtes là ce soir? Peut-être Émilie pour démarrer. Alors oui, profitons d'un petit moment où j'ai mon petit bébé qui ne fait pas trop de bruit. Donc Émilie Luban, et voilà, j'ai accompagné un petit peu Tony dans la naissance de la communauté et un petit peu voilà dans la phase de construction, et je suis restée fidèle au poste et toujours très intéressée par ces sujets puisque globalement je suis très intéressée par tout ce qui est usage numérique et voilà, pour faire court. Merci Émilie. Marc, est-ce que tu veux prendre la parole? Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Oui. Ça va? Donc j'ai rejoint, alors j'ai fait la toute première édition des tisserands et puis après j'ai disparu. En fait, j'ai vraiment démarré une grosse reconversion dans le secteur du numérique et puis je suis revenu la dernière séance concernant la sécurité des données, les questions sur les données. Et donc me voilà aujourd'hui à nouveau pour ce débat sur le no-code, d'autant plus qu'actuellement, je suis en train de créer une application en PHP avec un framework qui s'appelle Symfony. C'est relativement fastidieux. C'est ça qui m'intéresserait de comprendre, c'est que comment on peut créer une application sans savoir coder, parce que même si avec Symfony, on a un framework qui nous facilite un peu la tâche de ne pas avoir à coder en procédural pur, en connaissant juste un peu de notion de mode objet. Pour moi, il me paraît quand même nécessaire d'avoir un minimum quand même de compréhension de ce qu'on fait pour voir ce qu'il y a sous le capot, quoi. Donc, je suis curieux de comprendre vers quoi ça va se diriger. Merci Marc. Tania. Désolée, j'ai les enfants qui courent partout, donc bonsoir, je m'appelle Tania, je porte un projet qui s'appelle Give Day et c'est aussi une plateforme web. Eh bien, j'ai beaucoup adhéré au projet de Anne, donc je suis ravie de
d'être là et pouvoir absorber tout ce qui va se dire. Je connais le low-code. J'ai pas mal utilisé des petites des outils pour mes étudiants, pour leur conseiller par rapport à la gestion de projet, comment trouver une solution rapide quand on n'est pas développeur. Voilà, mais je prends aussi tous les conseils pour ma plateforme web. S'il y a des choses qu'on peut plugger dedans sans forcément faire appel aux développeurs ou sans forcément… c'est une plateforme qui est créée sur Ruby on Rails. C'est pas toujours facile à maîtriser. C'est très facile. Non, la prise en main, elle est très facile, mais il n'y a pas tout le monde qui connaît. Donc, c'est important de trouver des gens qui puissent collaborer, qui connaissent, mais quand on ne connaît pas et qu'on a envie de plugger quelque chose, eh ben, je ne sais pas, peut-être que le low-code peut venir compléter les sites pour certaines fonctionnalités. Voilà. Merci Tania. Merci d'être là. Franck, est-ce que tu veux prendre la suite, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Bien, bonsoir à tous. Alors moi, ce n'est pas du tout mon métier. Je suis un gros curieux. J'ai développé des sites web il y a plusieurs années. Je suis sorti un petit peu de tout ça, mais voilà, je suis là animé principalement par de la curiosité. Bienvenue, Franck. Avec plaisir. Pour info, je vais couper ma vidéo, non pas que je boude, mais j'ai beaucoup d'interruptions, donc je vais essayer de préserver un peu de bande passante. Entendu. On va continuer avec Craig. Oui, c'est Greg. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend bien. D'accord. Donc j'ai coupé aussi la vidéo parce que moi j'ai des gros soucis de Wi-Fi ce soir. Donc au niveau de mon expérience, je travaille dans l'informatique depuis plus de 15 ans maintenant, donc notamment sur la gestion de projets liés plus ou moins au web et au système. Je sors d'une formation actuellement de cybersécurité. Et donc, sur les projets transverses, j'ai entendu parler du no-code. Je n'ai pas travaillé avec, mais vu que c'était dans les sujets de conversation, c'est un sujet qui m'intéresse. Voilà. Bien, merci d'être là. Et oui, je dis Craig, mais c'est bien Greg. Donc, j'imagine Grégory. Excuse-moi. C'est ça. Je n'aime pas non plus quand on défend mon nom. Donc. Non, mais en fait, j'ai changé mon nom parce que c'était mon pseudo qui était affiché, mais chez moi, ça ne l'a pas rafraîchi, donc je ne sais pas si c'est chez vous, ça l'était. Bienvenue en tout cas. Raphaël, est-ce que tu peux prendre la parole? Ah oui, en fait, comme je suis dans une maison en travaux, il y a un peu de bruit des fois, c'est pour ça que je coupe mon micro. Alors, du coup, je m'appelle Raphaël, c'est la première fois que je participe au Tisserand, parce que je n'ai pas eu trop l'opportunité avant. Que dire? Alors moi, je suis issue d'une formation en intégration web, mais actuellement, je ne travaille plus dans le milieu du numérique. Mais comme j'aimerais bien y retourner, j'essaie de me renseigner un peu à droite à gauche et me rafraîchir un petit peu les connaissances, parce que ça fait 3 ans bientôt que j'ai quitté le milieu. Voilà. Bienvenue. Tu es dans le pays de Morlaix ou tu es ailleurs? Alors, actuellement, je travaille sur la région brestoise et j'habite du côté de Pléber, donc en dessous de Morlaix. D'accord. J'ai migré dans la campagne, en fait. Voilà. Très bien. Alors, Anne, Tony, peut-être que Tony, tu peux te présenter et ensuite je laisse la parole à Anne qui va se présenter, qui nous fera son témoignage. Est-ce qu'on fait comme ça? Hop. Alors du coup, moi c'est Tony. Du coup, je travaille dans une société qui s'appelle Beable, qui est une société qui fait beaucoup de choses au service de clients en termes de développement, en termes d'accompagnement produit, de conception et de marketing. Et en fait, mon rôle, je suis arrivé dernièrement, c'est justement de développer toute la croissance des entreprises avec des solutions soit de no-code, soit de marketing, soit de process de projet. Et du coup, quand on a évoqué justement le festival tous ensemble avec l'équipe, du coup, on s'est dit justement que cette partie un peu no-code, on entend des fois un peu parler. Et pour moi, c'est vraiment
une opportunité en fait par rapport à des porteurs de projets, par rapport à de la croissance aussi associée à des entreprises, d'aller optimiser pas mal de choses ou de tester directement son produit plus rapidement en face de ses utilisateurs finaux. Et bon, j'aurai l'occasion d'en discuter un peu plus tout à l'heure, mais voilà, on s'est dit que ça serait intéressant de commencer par ça. Et donc, je suis très content en tout cas d'avoir pas mal de personnes aujourd'hui du coup, qui connaissent un peu ou qui ont précisé un peu ce qu'ils attendaient. Ça va permettre un peu de driver un peu la séance ce soir. Et puis d'avoir Anne-Lou, du coup, qui vient, du coup, avec des besoins, tout ça, ça va être super intéressant d'échanger ensemble sur des cas concrets. Alors, totalement hors sujet, Tony, là c'est perso. Tu travailles chez Beable, tu connais Justine? Alors, justement, j'ai pris la relève de Justine, D'accord. mais je suis plus en fait sur son rôle qu'elle était. Mais effectivement, je suis arrivé, elle partait 2 semaines après. D'accord, ok. Voilà. Anne, voilà, on va te laisser la parole pour dire en quelques mots qui tu es. Tu peux décrire ton projet de la manière qui te convient et puis voilà, nous amener vers cette problématique que tu as, code ou no code, tes besoins. Là, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Comment est-ce que, effectivement, de notre discussion, comment est-ce que ça peut t'aider? D'accord. Donc, moi, c'est Anne-Lou. Je coupe ma vidéo parce que un petit peu des soucis. Donc, je suis porteuse de projet qui est basé sur une appli grand public dans le domaine de la prévention de santé, de la santé mentale. Et l'objectif en ce moment, c'est donc de rendre une visibilité à ce projet en version légère pour aller chercher ensuite des financements et pour tester en quelque sorte un potentiel de modèle économique. Donc, dans ce cadre, j'ai mené plusieurs expérimentations, j'ai fait des maquettes, des prototypes pour tester pas mal d'hypothèses. Et comme je ne sais pas coder, que je n'ai pas d'équipe technique, j'ai fait une liste de mes besoins, de mes contraintes, de mes objectifs à court terme. Et je me suis tournée vers le no-code en tant que possibilité qui correspondrait à mon budget. Et voilà, je me demandais, est-ce que c'est bien en ce moment d'utiliser le no-code? Et donc, j'ai fait une petite enquête comparative des plateformes françaises, européennes, américaines, israéliennes qui proposent du no-code pour des applis. Je ne parle pas de web, ni de projets transverses, puisqu'il y en a beaucoup. Et parallèlement, j'ai posé des questions à des développeurs et à la communauté du no-code, où il y a énormément de freelance. J'ai mené ma petite enquête. Pour recadrer mes besoins aujourd'hui, donc c'est d'avoir un projet un peu visible, très propre, une interface comment dire, un peu professionnelle. J'aurais aimé tester et avoir quelques fonctionnalités qui sortent un petit peu du parler. Donc, ce que j'ai découvert, c'est que dans le domaine, il y a il y a l'approche un peu Lego. Alors, ça fonctionne un peu comme du PowerPoint en surface. On peut choisir voilà, des briques, des couleurs, des styles. Et dans un certain format, on fait un design assez simplement du front. Mais derrière tout ça, ça fonctionne comme avec des Lego, c'est-à-dire qu'on combine des outils. Et que ce soit, par exemple, une base de données, il faut la préparer, il faut qu'elle soit compatible avec cette plateforme. Pareil si c'est avec du web. Et la deuxième approche, c'est plutôt une approche intégrée, c'est-à-dire qu'on utilise des outils plus puissants, un seul outil, et qui est beaucoup plus complexe. Et là, du coup, c'est pas abordable par un débutant.
Excusez-moi, c'est une proposition de mon fils. Donc, je me suis penchée sur l'approche modulaire qui me semblait plus simple. Et j'ai compris que c'est soit je fais moi-même, et c'est possible, mais il faut que je me forme sur tous les outils qui sont à utiliser en parallèle. C'est bien sûr faisable. Donc, en général, ce sont aussi des outils no-code, comme Airtable par exemple. Et avec ça, on peut avancer. La deuxième possibilité, c'est soit j'avance et je délègue à un freelance tout ce qui me paraît un peu compliqué. Et la dernière solution, c'est soit je délègue tout à un freelance ou une agence et je perds mon autonomie qui, à la base, est quand même le principe du no-code. Donc, ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas de no-code facile. Il n'y a pas de no-code sans apprentissage, ni sans formation. On peut faire des choses soi-même, mais la prise en main n'est pas si simple. Donc ça, c'est mon premier retour d'expérience. Et le deuxième à ce sujet, c'est que utiliser un outil no-code requiert une grosse pêche aux informations. Il faut beaucoup se renseigner, justement sur est-ce que l'appli est native, est-ce que c'est que du web, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, où sont hébergées les données en France, quels outils sont compatibles, quelles sont les fonctionnalités, quels sont les prix. Bon, ça c'est assez transparent. Mais si on a des besoins ou des poser des questions, et ça c'est pas très simple. C'est une communauté où il y a quand même pas mal d'informations sur des forums, sur YouTube, et des freelances ou des petites communautés à qui on peut s'adresser comme ça, poser des questions. Code, je prépare mon appli ensuite, c'est jetable, parce que il y a très peu de possibilités d'exporter ces données ou de récupérer qu'ont fait les utilisateurs. Donc voilà, ça c'est un choix stratégique, mais j'en suis arrivée à cette conclusion. C'est qu'on n'est pas propriétaire du code source, on est assez dépendant d'un fournisseur. Et ça, il faut le savoir quand même au départ, parce que c'est pas ce qu'on communique sur les plateformes de no-code. Les points positifs, et il y en a quand même pas mal, c'est que l'esthétique de ce qu'on fait, que ce soit du web ou du no-code, pour une appli, c'est quand même qu'on a une esthétique assez sympa, certes ultra classique, mais très propre. Que les fonctionnalités sont quand même assez larges et elles permettent des automatisations quand même assez poussées. C'est-à-dire si vous avez du contenu changeant, pas mal de choses à faire évoluer, ça c'est largement possible, mais il faut maîtriser les autres outils en ligne. Donc, c'est une solution qui permet un lancement facile, soit pour des tests, soit pour certains objectifs, qui fonctionne, qui permet d'aller très vite et d'être très efficace et qui peut disparaître aussi vite si votre solution ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un point à noter. Et dernier point plus humain, c'est que c'est une communauté très jeune qui inclut beaucoup de femmes. Alors, ce n'est pas forcément des développeurs, mais ce sont des gens qui se sont formés ou qui ont changé de métier et qui ont envie de faire avancer les choses et qui sont donc force de proposition et qui écoutent aussi les utilisateurs. Donc ça, je pense que c'est une communauté qui va beaucoup évoluer et les plateformes aussi dans les années qui viennent. Voilà en gros. Donc ma question, Tony, et vous autres, c'est que quand on parle à un développeur classique, un vrai développeur, il a souvent, ou à 99%, une approche du no-code très réticente. Et de même pour les outils qui sont donc liés, donc, comme par exemple Airtable ou Trello. Et quand on parle à la communauté no-code,
ils ont la même attitude par rapport au code, c'est-à-dire que pour eux, on peut très très bien s'en sortir sans le code et qu'il y a des passerelles effectivement entre le code, le no-code, etc. Mais là, on dépasse des utilisations, je dirais, avec des petits budgets. Donc voilà, en fonction de mes contraintes, de mon budget, j'ai toujours pas décidé si je partais sur du no-code. Si je pars sur du no-code, il faut que je coupe pas mal de fonctionnalités ou d'options. Donc j'envisage les deux à ce stade. Et hier encore, j'avais une discussion avec une agence de développement et ils comprenaient pas, ils comprenaient pas mon attitude et mon questionnement, quoi. Ils m'ont pris un peu pour une folle. Donc c'est vraiment très intéressant de participer avec vous ce soir à ce débat. Voilà. Merci Anne. Je prends la main du coup, Anne? Oui, du coup voilà. Ouais. Du coup, c'est super intéressant du coup ton retour à nous. C'est vraiment génial parce que tu as évoqué vraiment beaucoup de points et que je trouvais justement vraiment indispensable aussi à évoquer avec une vue assez large parce que du coup, tu as évoqué vraiment pas beaucoup de sujets. Il y a tout d'abord, je vais partir de la fin du coup, ce que je trouve vachement intéressant. Moi, du coup, là, je suis arrivé dans une boîte qui est du coup Viable, qui est justement un studio principalement de dev, du coup, avec une grosse culture dev. On est une cinquantaine de personnes et les devs sont quasiment 70% des effectifs, si je ne me trompe pas. Et du coup, on a une partie marketing, on a une partie agence design. Voilà. Mais tout ça pour dire que la partie no-code, que moi, je veux du coup beaucoup développer au sein de Viable pour les clients, et parce que je trouve que c'est justement une opportunité de faire pas mal de choses. Je l'ai évoqué aussi avec les devs. Et du coup, des fois, il y a justement une approche justement, qui consiste à voir que étant que no-code peut remplacer justement le boulot des développeurs. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment une complémentarité. Mais de la même manière, des fois, dans la communauté no-code, il y a aussi de l'extrême, du coup, comme dans pas mal de choses, qui consiste à dire qu'on n'a plus besoin de faire du dev, du coup, alors que ce n'est pas du tout le cas. Pour moi, la bonne manière, c'est que du coup, le no-code correspond à des étapes tout simplement de la vie d'un produit. En fonction de là où on en est, on va forcément utiliser les mêmes outils et de toute façon, c'est pas forcément adapté. Il y a vraiment des aspects, par exemple, si l'on veut tout de suite avoir un produit extrêmement conséquent en fonctionnalité, qu'on connaît parfaitement ses utilisateurs, je vais en revenir après, là, forcément, le no-code va forcément être l'option la plus adaptée. Tout de suite, il va plutôt falloir aller vers ce que nous, on appelle par Viable du custom, c'est-à-dire du développement spécifique. Ça sera beaucoup plus rentable sur le long terme de partir là-dessus. Par contre, si on est dans une phase du coup de démarrage de produits, de recherche marché de start-up, je ne l'ai pas forcément dit avant, mais je suis passé par différentes startups, j'en ai monté aussi. Il y a eu des levées de fonds, il y a eu différentes choses. Je connais assez bien du coup ce domaine-là. Ce qui fait aussi que voilà, je suis arrivé à Viable pour justement essayer d'aider le plus possible justement des porteurs de projets et autres. C'est justement que quand on démarre son projet, quand on démarre son produit, il faut aller le plus rapidement possible, du coup, en phase pour le faire évoluer. Tout simplement parce que quand on démarre un produit, on va le faire pivoter. Il y a cette notion de changement de marché, changement par rapport au produit original qui va forcément se faire avec les retours utilisateurs. Et donc, cette volonté d'aller plus rapidement en fait, utilisateurs dès le départ, elle est vraiment indispensable aujourd'hui pour vraiment construire un projet, démarrer correctement un projet. Et donc, c'est là où, pour moi, le no-code permet justement de mettre les choses en place pour aller tout de suite envers eux. Assez rapidement, par exemple, si je prends un exemple, si on veut lancer une appli qui fait de la réservation de voitures, ce n'est pas forcément le bon exemple, mais de voitures. Typiquement, on peut faire travailler sur un page builder, par exemple, qui va être un outil de no-code qui va permettre de faire juste une page
ce qu'on appelle une landing page, pour justement faire de l'acquisition dessus, pour avoir par exemple des mails. Et à partir de ces mails-là, on va pouvoir travailler leurs attentes derrière, du coup, en allant communiquer avec eux, faire des échanges, en les appelant, en essayant de construire ce qu'on appelle des personas autour d'eux, c'est-à-dire du coup vraiment leurs attentes, du coup, qui y sont, et avec eux, en fait, aller par la suite, du coup, développer encore plus de choses. Du coup, en fait, c'est vrai qu'à partir de l'étape où on en est, le no-code peut vraiment servir. Après, il y a une autre partie sur laquelle le no-code est pour moi aussi pas mal adapté. C'est ce qu'on va appeler, en fait, alors c'est un gros terme, c'est l'automatisation. En fait, le no-code, c'est pas seulement justement, et du coup, tu as très bien fait d'en parler justement à nous, c'est pas seulement du coup des outils qui vont créer une appli, qui vont créer une page, une landing page ou autre, c'est aussi des applis qui sont dans un écosystème de domaine qui va être justement des databases du coup. Moi, j'utilise et on utilise beaucoup au sein des différents Notion, par exemple, qui est un outil qui permet de faire énormément de choses, qui permet de synchroniser beaucoup d'outils différents qui existent sur Internet aujourd'hui. Ça va être des outils qui vont permettre de faire du chat en ligne, ça va être des outils qui vont permettre de faire tout ce qui est autour de la relation client, qui vont être autour des outils de design, qui va être autour des formulaires, qui vont être autour de ce qu'on appelle des back-office, en fait, des outils qui vont permettre de générer de la donnée. Donc, le no-code, c'est aussi un ensemble, vraiment un écosystème d'outils qui existent. Et du coup, en fonction de la vie d'un produit, il y a des outils qui vont être le plus adaptés pour améliorer les process qu'on a eus depuis le départ, pour aller beaucoup plus loin. Typiquement, je prends un exemple aujourd'hui, au sein de Beable, je suis en train de mettre en place justement quelque chose pour la partie marketing, parce que quand je suis arrivé, il n'y avait pas en place certaines choses qui permettaient d'avoir une vue haute sur le market. Et donc, j'ai tout de suite mis Notion en place pour centraliser un certain nombre de choses qui étaient éparpillées partout, pour améliorer les process et aller beaucoup plus loin en termes de projection en fait, sur l'équipe et les clients. Et typiquement, ça permet de gagner du temps de manière considérable. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en fonction de la vie d'un projet, du coup, voilà, ce n'est pas forcément les mêmes outils qu'on va utiliser. Après, il y a différents points un peu autour. Il y a la notion de propriété, que je voudrais revenir dessus. C'est vraiment quelque chose de fondamental. En fait, il faut se poser la question aussi au démarrage d'un produit. On a une vision par étape du coup sur la durée. L'idée, c'est pas forcément tant d'aller développer tout de suite un produit qui va comporter un ensemble de fonctionnalités et où lequel on va être lié à vie avec un outil no-code ou avec une agence ou avec un studio de développement. L'idée, c'est vraiment d'aller pas à pas dans la vision qu'on a par rapport au produit sur le long terme. Donc, pour moi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au démarrage, du coup, la notion de propriété, même si elle est super importante, elle est aussi temporaire. C'est-à-dire que au démarrage de la vie d'un produit, plus on va rapidement vers ce utilisateur, plus on fait ce qu'on appelle un minimal value proposition, c'est ce qu'on appelle un MVP, un produit qui est vraiment très petit en termes de taille, en termes de fonctionnalité. Plus vite, on va pouvoir avoir les retours utilisateurs et construire autour, et justement, pourquoi pas avoir du budget dans le cas d'une levée de fonds ou autre, permettant d'avoir cette fois-ci du coup du budget pour faire du custom, faire du développement, ou aller beaucoup plus loin avec d'autres outils no-code. Et donc, pour moi, la notion de propriété, elle est un peu biaisée, justement. C'est-à-dire que, pour moi, en tout cas, au départ, pour moi, je ne mets pas un enjeu fondamental là-dessus. Par contre, il y a quand même un enjeu autour des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'une bonne partie des outils no-code sont quand même sous la loi sous le Patriot Act, du coup, sont du coup des plateformes qui sont américaines. Il y en a de plus en plus des plateformes européennes ou françaises, mais là, il y a là aussi quand même une certaine différence. Et donc, c'est vrai que sur les données, se pose quand même la question de quel outil utiliser. Pour moi, la partie propriété, pas tellement, parce que sur la vie de l'application, la vie du produit, sur du long terme, de toute façon, ça bouge, et c'est qu'une étape, en fait, pour arriver là. Un autre point aussi, c'est que là, c'est peut-être quelque chose lié, en fait, à du custom, enfin, du développement, par exemple, fait par une agence, du coup, ou alors des CMS, qu'on appelle du coup du WordPress ou autre. En fait, aujourd'hui, dans la partie marketing, du coup, pour convertir en fait des utilisateurs du coup en prospects et du coup en clients, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur du WordPress ou du custom, on ne peut pas
faire assez rapidement des modifications pour aller modifier des parcours, faire du testing, en fait, faire ce qu'on appelle de l'A/B testing, c'est-à-dire modifier un bouton assez rapidement en 2 minutes et voir l'effet que ça a pour ensuite refaire des modifications. Et justement, cette flexibilité, le no-code permet de le faire. Alors là, je prends un peu un exemple un peu extrême, mais c'est vrai que le no-code, c'est pour moi un des avantages justement là-dessus, c'est que quand on démarre un produit, avec le no-code, en tout cas, on va pouvoir aller très rapidement aussi faire des modifications d'interface, de parcours, pour essayer de convertir le plus rapidement possible. Et on va pouvoir connecter un certain nombre d'outils pour aller plus loin. Par exemple, je prends aussi là un exemple d'un client qu'on a aujourd'hui, où par exemple, on a, à travers un formulaire de contact, déclenché un certain nombre de process derrière de transformation du prospect à travers des outils comme Calendly, par exemple, qui permet de faire de la prise de rendez-vous, à travers des outils comme Typeform, qui permet de faire justement du formulaire. Et donc là, en l'occurrence, c'est pour des candidats par rapport à une école, par rapport à des candidatures. Et donc, on a automatisé de l'envoi de mails et ainsi de suite, enfin, l'envoi de mails de manière différente, du coup, qui présentent des outils là-dessus pour avoir de la donnée et pouvoir itérer avec eux sur le produit et convertir du coup sur la finalité. Après, sur d'autres choses, il y a la notion de difficulté, du coup, d'approche. Ça, elle est vraiment réelle. Je pense que c'est vraiment une hérésie, je pense, et c'est quelque chose qui, des fois, en fait, je pense que c'est dans le terme no-code. C'est-à-dire qu'il y a le terme no-code et low-code, low-code, qui est souvent utilisé. En fait, c'est pas une tendance c'est une tendance qui est de plus en plus visible, mais ça existe depuis longtemps. Il y a eu par le passé un certain nombre d'outils qui permettaient de faire ces choses-là. Par contre, c'est vrai que depuis quelques années, par la connexion de l'ensemble de l'écosystème des outils entre eux, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Et donc, il y a ce terme no-code qui est apparu. Pour autant, ce terme no-code, il ne veut pas forcément dire que du coup, il y a une autonomisation forcément à 100% d'une personne qui ne connaît rien au code, qui ne connaît pas forcément la culture numérique, et qui va pouvoir faire une appli, pouvoir faire un site, pouvoir faire un certain nombre de choses sans avoir des bases, en fait. Il y a forcément une montée en compétences autour de ça. Les outils no-code, c'est des outils qui sont quand même sur des interfaces qu'il faut prendre en main. Du coup, et donc c'est pour ça que je parle de culture numérique, parce qu'au-delà de la partie code, il y a aussi une culture en termes d'usage. Et donc, moi, j'ai un exemple justement de quelqu'un qui, du coup, n'avait pas trop cette culture-là et qui est parti directement sur quelque chose qui s'appelle Wix, par exemple, qui permet de faire des pages builders, des sites Internet. Et du coup, pour le coup, ça s'est pas forcément bien passé parce que, du coup, l'outil, il y avait aussi besoin de faire de l'accompagnement, en tout cas d'avoir une montée en compétences d'un point de vue culture numérique. Alors, j'essaie de regarder en même temps les questions, si jamais vous en avez. Enfin, en tout cas, du coup, il y a un mythe un peu autour du fait que ça s'appelle no-code et qu'il n'y a pas du tout de code et il ne faut pas connaître du tout de choses auparavant. Pour moi, c'est vraiment une hérésie. L'idée, c'est pas forcément de connaître du code, mais c'est en tout cas d'avoir une certaine logique, d'avoir une certaine culture numérique pour pouvoir jouer avec ces outils-là et pour pouvoir réussir à les exploiter complètement. Par exemple, il y a un outil que moi je suis assez fan qui s'appelle Bubble, qui est un outil peut-être, je pense que c'est l'outil le plus utilisé d'un point de vue no-code pour créer des sites, du coup, et qui permet de faire énormément de choses d'un point de vue métier. On peut vraiment développer des back-office autour, on peut développer beaucoup de choses, mais pour le coup, sans en ayant aucune logique derrière ou culture en fait, numérique, ça va être compliqué de l'utiliser à pleine puissance. Alors, je vois un peu les questions, je vais essayer de répondre, je vais revenir un peu sur des points au fur et à mesure. Alors, du coup, il y a No Code France, justement, qui est pas mal. Nous, c'est exactement le cas. Du coup, le Notion, on en a parlé. Combien de temps de formation estimez-vous le coût d'entrée? Le temps de formation, alors, je ne pourrais pas forcément l'estimer. En fait, en fonction des outils no-code, il y a souvent des tutoriels, des chaînes YouTube, des ressources qui existent sur Internet pour aller plus loin dessus. Par exemple, si je prends Notion,
qui permet d'avoir à la fois ce qu'on appelle un Trello. Alors, je sais, du coup, Anouk t'en a parlé. Il y a Trello, c'est un outil qui permet d'avoir une gestion des tâches en fait, par une méthode qui s'appelle le Kanban. On met des tableaux, en fait, on met des tâches dessus. C'est pas mal utilisé dans les gestion de projet. Notion, on va pouvoir faire du Trello, de la base donnée, de la prise de notes, de l'envoi de mail et un certain nombre de choses à travers un seul outil. On avait fait d'ailleurs une session sur Notion, du coup sur un drive d'échange. Voilà, il y a quelques outils comme ça qu'on appelle des WorkOS, en fait, qui centralisent un certain nombre de choses. Et en tout cas, sur Notion, pour la prise en main, il y a des chaînes en fait, YouTube qui sont assez populaires autour de ça. Et il y a notamment une formation qui s'appelle Notion Facile, qui permet, voilà, dans quelques heures, d'avoir des bases, en tout cas, autour. Et donc, ça dépend vraiment des outils, en fait. Du coup, mais il y a pas mal de formations qui existent autour de ça. Est-ce qu'on peut dire que WordPress, c'est aussi une no-code? Alors, c'est une très bonne question. J'ai eu le débat, justement, tout à l'heure, il y a quelques heures. Pour moi, WordPress, on peut dire que c'est un des premiers outils, en tout cas, dans la génération no-code. Les CMS, du coup, ont été... alors WordPress, c'est un content management system. Il y en a plein d'autres qui existent aujourd'hui, du coup, sur le web. WordPress est très majoritaire, du coup, sur les CMS. Les CMS ont une évolution, du coup, pour justement permettre qu'on ne passe plus dans le dev pour ajouter des pages et qu'on soit plus autonome, du coup. Et donc, sur ce principe-là, il y a des choses qu'on retrouve dans la philosophie no-code. Après, WordPress, pour moi, devient de plus en plus no-code, parce que, par exemple, il y a quelque chose qui existe qui s'appelle Divi, qui est du coup un builder qu'on peut ajouter en tant que module à WordPress et qui permet de faire 50 000 choses en termes d'interface, en termes de logique métier, en termes de graphisme. Enfin, c'est assez puissant et donc Divi, pour moi, apparemment, est un outil no-code dans WordPress. Et avec WordPress, on garde la main, on a notre propre hébergement, si on veut. Voilà. Après, WordPress, là où ça va pêcher un peu, c'est que du coup, sur la partie connexion à l'ensemble des outils no-code qui existent, par exemple, des outils marketing, du coup, il y a des outils de formulaire, un certain nombre de choses, ça risque d'être beaucoup plus compliqué que des outils no-code qui sont parfaitement intégrés à cet écosystème-là. Mais pour pas mal de choses, c'est de manière assez basique, c'est largement possible de faire des choses avec. Après, pourquoi les développeurs sont plutôt contre le no-code? L'idée, c'est un peu pareil tout à l'heure, c'est le côté, en fait, on touche à quelque chose. Le but d'un dev, c'est quand même d'écrire du code. Le dev, il est flemmard, c'est-à-dire que le dev, il va écrire du code pour ne pas avoir répété à faire des choses. Et le fait qu'il y a un outil visuel qui permet de faire des choses qu'il lui-même fait, du coup, ça heurte en fait à la fierté de qu'est-ce que c'est qu'un dev. Et donc, il y a une approche, en fait, en plus, vu que le terme c'est no-code, ça veut dire qu'il n'y a pas de code. Donc, c'est vraiment très brusque en fait pour un dev. Pour autant, justement, il y en a quand même pas mal qui ont compris en tout cas que c'est vraiment complémentaire. C'est-à-dire moi, par exemple, dans la manière dont j'expliquais tout à l'heure, je pense que pour justement dans le cadre d'un lancement de produit, d'un lancement de projet, pour tester des choses, pour aller plus rapidement en face de ses utilisateurs, pour convertir, le no-code peut être une super opportunité. Mais pour le coup, plus tard, le custom, le dev, ça va être important pour réellement mettre les moyens pour aller beaucoup plus loin sur le projet. Mais là, on aura peut-être des fonds, puisque du coup, avec la partie no-code, on aura réussi à prouver que notre projet va réellement toucher les utilisateurs et on aura des retours clients et ainsi de suite pour aller faire en sorte comment d'avoir le financier. Et donc, moi, typiquement, dans Beable, ce que je dis, c'est que justement, dans la partie custom, l'idée, c'est que des personnes qui viennent sur du no-code chez nous puissent peut-être aller sur du long terme, en tout cas sur du custom. Et ils le voient très bien, cette séparation-là, en fonction de l'état d'avancement des produits. Et pour moi, tout le monde est gagnant, justement, autour de ça. Mais du coup, il y en a pas mal qui ne le voient pas comme étant, justement, une hérésie, en tout cas. Après, à travers le temps, il y a eu beaucoup d'outils qui permettaient de faire des choses. Voilà. Et donc, mais c'est vrai que les dernières années, il y a eu vraiment un bond, en tout cas pour moi. Idem pour les frameworks Laravel ou Symfony avec en front de Bootstrap. Alors là, c'est un peu plus technique. C'est ce qu'on appelle les frameworks, c'est des boîtes à outils
pour les devs qui permet d'aller beaucoup plus vite pour faire des choses. On peut avoir une certaine analogie par rapport à des outils no-code, mais pour moi, ça ne fait pas trop partie de la partie no-code, c'est plus des pratiques, du coup, des bibliothèques, des choses qui sont inhérentes en fait, au métier de développeur pour aller plus vite, parce qu'encore une fois, le dev, il est feignant et on veut tout le temps améliorer les choses, tout le temps développer. Enfin voilà, donc c'est le but, donc c'est le Bootstrap, les frameworks sont là justement pour aller beaucoup plus vite en termes de développement, mais aussi pour avoir une sécurité, avoir un certain nombre de pratiques qui sont communes à un ensemble de développement. Et ça, aujourd'hui, c'est primordial lorsqu'on fait un développement sur mesure. Ensuite, il y avait quoi comme question? Divi. Divi, c'est justement un outil, un page builder, du coup, qui permet de faire des choses beaucoup sur WordPress. Il y en a un autre qui s'appelle Elementor, que moi, j'apprécie pas forcément. Il y a une énorme différence avec Divi, je trouve. Et ce n'est pas des outils qui coûtent extrêmement cher. Pour le coup, Divi est à 89 $ l'année et 279 ou 220 de manière infinie. Sachant que là, on bénéficie de tous les templates de thèmes qui vont aussi avec. Après, je vois l'heure. Peut-être que je vais peut-être m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai répondu à pas mal de choses. Il y a peut-être quelque chose que je voudrais peut-être préciser. Je vous ai parlé d'écosystème tout à l'heure sur le no-code. Il y a des outils qui existent que je veux vous parler. Il y a des outils qui permettent d'aller encore plus loin en termes de no-code. C'est des outils qui vont permettre de connecter des applications entre eux. Par exemple, il y a des outils qui s'appellent Zapier, qui s'appellent Integromat ou N8N, qui sont là, par contre, une solution open source. Typiquement, ces outils-là ont un énorme rôle dans l'écosystème no-code. C'est des outils qui vont permettre de connecter des applications, des logiciels qu'on a en ligne entre eux, entre d'autres logiciels en ligne qui ne sont pas forcément connectés de base entre eux. Et donc, ça permet en fait d'ouvrir en fait des possibilités de manière infinie la connexion entre les outils, quoi. Et ils ont été très moteurs dans cette évolution en tout cas du no-code. Typiquement, je vous donne un exemple, on peut rencontrer sur comment Adviable, moi je l'ai mis en place. On a un outil de veille, du coup, j'ai essayé d'automatiser un peu la veille, du coup, faite par le pôle marketing. Et typiquement, aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle Raindrop, du coup, qui est un outil qui permet de faire de la veille communautaire, interne à une équipe. Et du coup, à chaque publication que quelqu'un fait à travers une extension, à travers l'application AirDrop, automatiquement, ça va aller mettre un message dans notre outil de communication pour pouvoir en permettre d'en discuter et pour faire de la veille active et pas de la veille passive en allant de nous-mêmes dans l'outil pour trouver la veille. Là, plutôt, à chaque fois que quelqu'un dans l'équipe du coup ajoute quelque chose, on peut en discuter dans le channel, dans la conversation qu'on utilise tous les jours. Et ça, du coup, c'est Zapier qui permet de le faire, justement. Mais on peut faire beaucoup de choses autour de ça. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Du coup, je vais peut-être m'arrêter là. Du coup, s'il y a des questions, n'hésitez pas, du coup. Parce que je vois qu'il est 50, du coup c'est pour ça. Anne, peut-être que tu peux profiter de ce moment pour voilà, ta réflexion est déjà très bien avancée. Est-ce que ça te donne, ça te permet encore de réfléchir un peu plus loin, de mieux sentir ton positionnement à l'heure actuelle par rapport à la maturité de ton application, pour savoir si c'est effectivement soit un bord no code, soit partir vers du code dès aujourd'hui. Est-ce que pour pouvoir faire ton choix maintenant, tu aurais quelques questions à poser à Tony, et également aux autres personnes qui sont présentes ce soir? Écoute, non, je pense que la décision est à prendre par rapport à mes objectifs. Il faut que ce qui est crucial, est-ce qu'il y a encore de tester quelque chose
est-ce que c'est, par exemple, d'avoir une première base d'utilisateurs, essayer de me faire connaître? Je pense que tester un modèle économique avec du no-code, c'est vraiment compliqué. Par exemple, un passage au freemium. Je sais qu'il y a des plateformes qui proposent ça, mais ça implique de mettre la main à la pâte avec un freelance. Donc, en termes de budget, ouais, c'est un petit problème. Donc voilà, il faut que je me décide et je pense que cette discussion m'aide un petit peu. C'est la partie, le modèle économique, du coup, tu disais, c'est la partie paiement, du coup, Ouais, en ligne? Parce que du coup, par exemple, il y a, alors je ne sais pas si ça peut aider, hein, mais il y a, par exemple, Stripe, qui est un outil, du coup, pas mal au niveau, en tout cas, de paiement en ligne, qui est beaucoup utilisé comme des briques. Et du coup, ils ont fait un système dernièrement où, en fait, c'est juste un lien qu'on génère, en fait, pour payer, en fait, quelque chose. Donc, en fait, tu définis, en fait, un produit, en fait, dans Stripe, du coup, et tu génères un lien que tu peux envoyer par mail, que tu peux envoyer par SMS, que tu peux envoyer directement ailleurs, pour que la personne paye, du coup, pour accéder à quelque chose. Et donc, peut-être éventuellement, si du coup, c'est pas intégré, en fait, directement au site, peut-être que le paiement peut se passer par un autre canal, en fait, du coup. ouais, Enfin, d'accord. il y a des moyens, en fait, aujourd'hui, enfin, je sais que Stripe, avec cette fonctionnalité-là, a apporté une réponse, en fait, en termes de paiement, en fait, parce qu'aujourd'hui, intégrer des briques de paiement sur des sites, du coup, n'est pas forcément extrêmement simple. Et justement, de le faire très facilement, en fait, à travers un lien, bah, du coup, par des mails, par des SMS, par des appels, en fait, bah, ça permet de faire des choses. Il y a un outil, par exemple, qui est pas mal utilisé dans le monde de la formation, c'est Gumroad, du coup, qui est une plateforme qui s'est fait connaître très facilement parce que justement, elle permet à n'importe qui de construire un produit et de le vendre en ligne et de toucher 100% de la somme. Et parce que c'est uniquement des liens, en fait, pas de la même manière, quoi. D'accord. Et je sais, Anne, aussi que tu te questionnais pas mal par rapport aux données personnelles de tes futurs utilisateurs, même s'ils sont en nombre réduit au départ. Euh, Est-ce que par rapport à ça, ton questionnement est OK ou bien ça t'interroge toujours? Non, parce qu'hier, j'ai participé à la première conférence de No Code for Good. Euh, donc, on m'a posé des questions et il est clair que les données sont hébergées dans un certain pays selon la forme qu'on choisit. Donc, si c'est en France, en France. Si on est un gros payeur chez Bubble, par exemple, on peut choisir d'avoir un hébergement de données en Europe. Par contre, si jamais je récoltais des données de santé, il est évident que c'est pas compatible. Et là, c'est pareil. Le seul conseil qu'on nous a donné, c'est de faire ses recherches soi-même. Et que, voilà, en termes d'hébergement, c'est sécurisé. En termes de données, c'est autre chose. Il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Et par rapport à ton intention, les données que tu récoltes, est-ce que ce sont des données de santé ou c'est pas considéré comme des données de santé? Là, dans une version très légère, je récolterai pas de données. D'accord, d'accord. Bah, moi, je c'est vois que tu as pas mal avancé en une semaine, en tout cas, tu as des réponses sur les questions que tu avais la semaine dernière. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que cette communauté du no-code, elle est active, dynamique et qu'elle partage pas aussi. Donc ça, c'est plutôt, c'est aussi une des raisons pour lesquelles après, les personnes vont s'engouffrer dans un mode de fonctionnement et un mode de faire. C'est parce que il y a des personnes qui partagent, il y a des rendez-vous comme ça où on peut poser des questions. Il y a une vraie dynamique. Émilie? Oui, du coup, moi, je me permets aussi de réagir pour dire d'abord merci et félicitations. Je n'y connaissais rien en no-code et là, j'ai l'impression d'en savoir déjà beaucoup plus. À quoi ça sert, comment ça marche, qu'est-ce qui existe, voilà. Et puis, je voudrais aussi profiter de l'heure qui arrive bientôt à son échéance pour solliciter les réactions de
Marc, Tania, Greg et Raphaël, savoir si vous y connaissiez quelque chose aussi, et si vous avez appris des choses. Et sinon, quelles seraient vos attentes aussi sur ce sujet, éventuellement, s'il y a un approfondissement qui serait pertinent, nécessaire, voilà. Je peux intervenir? Bien sûr. En fait, moi, ça fait un certain temps que je bosse comme un acharné pour comprendre les langages, notamment PHP, parce que c'est là-dessus que je me suis focalisé. Donc, d'où ma question sur les outils. Alors, le PHP que j'ai appris d'abord de façon procédurale, c'est-à-dire ligne par ligne, de façon très fastidieuse. Puis le mode objet, qu'est-ce qu'un objet, tout ça. Et puis ensuite, les frameworks qui nous facilitent les choses, mais à l'intérieur desquels on peut quand même intervenir sur un module bien spécifique. C'est-à-dire qu'on a quand même tout le temps la main, même si là, dans la démarche de ce que je suis en train de faire en ce moment, beaucoup de choses se font automatiquement, mais je suis en mesure d'avoir la main sur le moindre module sur lequel je vais intervenir. Donc, effectivement, comme tu disais, Tony, c'est pas tout à fait non plus du no-code. C'est vrai que là, maintenant, tout de suite, je vais peut-être attendre un tout petit peu avant de me focaliser sur le no-code et continuer mon projet. Parce qu'en plus, PHP, c'est un langage que j'aime assez et qui me plaît bien, qui est stable. Et puis, alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais pour revenir par rapport à la séance précédente, sur le domaine de la sécurité, la couche sécuritaire des applications, est-ce que le no-code peut être fiable et peut donner des satisfactions? Dieu sait si c'est aujourd'hui crucial, même sur le plan légal, quoi. En tout cas, il y a ils utilisent en fait, par exemple, je sais qu'il y a un outil qui s'appelle OS0, par exemple, AOS0, qui est du coup un outil qui permet de faire de l'authentification et de la gestion de membres en no-code, en quelque sorte, et qui permet d'activer en fait le fait de se connecter avec Google, avec Facebook, avec Apple, avec 50 000 autres outils. Et du coup, il y a grille tarifaire en fait au nombre d'utilisateurs. Après, du coup, sur des applications, enfin sur des page builders, il n'y a pas trop cette notion de membre en fait. Pareil, sur des applis, sur des choses assez bas niveau en fait pour tester un produit, pour aller plus vite. Du coup, il n'y a pas forcément généralement d'authentification poussée. Après, il y en a qui sont compatibles avec, par exemple, de la double authentification, du coup. Il peut le reposer dans les paramètres. Mais la granularité qu'on peut avoir dans une authentification, par exemple, côté code, quand on a la main totalement dessus, on peut théoriquement apporter beaucoup plus de sécurité autour. Et ça me permet de rebondir par rapport à quelque chose que tu as dit aussi et quelque chose que Raphaël disait aussi en question par rapport à du WordPress, c'était de savoir si justement tu trouvais qu'il y avait en codant dans du WordPress, ça apportait bien plus de flexibilité. Moi, je suis assez d'accord aussi là-dessus, c'est-à-dire que en fait, encore une fois, c'est juste de la temporalité en fait, associée au produit, en fait, associé à l'état sur lequel on est. Il faut activer en fait le no-code par rapport aux besoins qu'on a. Et là, je pense que c'est important de se faire accompagner justement autour de ça. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses partout du coup. Et comme pour beaucoup d'autres sujets, des personnes qui permettent de faire gagner beaucoup de temps sur des est-ce que le no-code est aussi correspond bien là au moment où j'en suis par rapport au produit, là où j'en suis par rapport à mon process de vente, est-ce que je peux automatiser certaines choses? On n'a pas forcément évoqué ça, mais les outils no-code servent aussi beaucoup d'un point de vue commercial. Pour aller beaucoup plus loin, le fait d'éviter par exemple d'aller engager une flotte de commerciaux monstrueuse sur toute la France, le no-code va permettre d'aller beaucoup plus loin en termes de prospection, du coup. Mais pareil, du coup, il faut se faire vraiment accompagner. En fait, l'apprentissage du no-code, comme l'apprentissage traditionnel, ça demande quand même du temps, de toute façon. Totalement. C'est une forme de réflexion qui est différente finalement.
c'est les usages, en fait. Je pense que Anne, tu pourrais beaucoup plus en parler avec moi. C'est vrai que moi, je vois exactement ça comme la courbe des usages. Euh, il faut un temps en fait d'adoption en fait du coup de l'outil en question et ça c'est pas parce que c'est labellisé no code que justement tous les outils autour sont facilement prenables en main, sont facilement si on n'a jamais fait si on n'a pas forcément de logique, si on n'a pas forcément une culture numérique, on va pouvoir prendre en main les choses. C'était pareil pour l'usage autour des réseaux sociaux, c'était pareil pour l'usage autour des mails. Enfin, il y a une montée en compétences. Voilà, c'est. Mais c'est juste, hein, Marc et Tony. L'idée du no-code, c'est que c'est facile et que ça ne prend pas de temps. Et avec les personnes que j'ai accompagnées du tremplin, c'est l'idée qui se faisait également sur WordPress. Et ils sont tombés de leur chaise parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, c'était ultra technique, même si la technique ne consistait pas à utiliser un langage. Derrière, ça veut dire rentrer dans le fonctionnement d'un outil, de l'explorer, de le tester, de se casser un petit peu les dents dessus. Donc en fait, c'est un vrai apprentissage avec vraiment du temps. Et c'est aussi, voilà, on ne tape pas des lignes de code, mais c'est aussi extrêmement, on dire, ça peut être expert quoi, comme apprentissage. D'autant plus qu'il y a tout le travail de formaliser les choses avant de commencer, quel que soit le métier. Comment dire, préparer les choses, préparer les actions, anticiper les modèles, les MVC, MCD, toutes ces questions-là. Enfin, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut proposer aux clients et si j'ai bien compris ce que tu disais, Tony, sur le no-code peut permettre de faire des propositions rapidement. Déjà, une première proposition, ça revient un peu de ce qu'on trouve dans les méthodes agiles, alors. Oui, mais de toute façon, pour moi, c'est fortement lié, en fait. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, alors, ça, c'est. Bon, en fait, je pense qu'il y a un point peut-être de rupture, en tout cas, ou on est dans un point un peu particulier, je trouve, en ce moment, où en fait, toute l'agilité qu'on demande quand on construit un produit avec des équipes et compagnie, toutes les possibilités qu'il y a dans le no-code, dans l'écosystème, en automatisant beaucoup de choses avec tous les outils qu'il y a, je trouve qu'il y a un gap qui est en train de se former. Par exemple, avec un WordPress, on va avoir du mal en fait à automatiser pas mal de choses, ou alors dans du code où du coup, tout le procès derrière en termes de dev va demander beaucoup de choses dès qu'on va vouloir optimiser les parcours utilisateurs, par exemple. Je pense que ouais, il y a quelque chose qui est en train de se passer en tout cas. Mais je pense encore une fois, je pense que tout est complémentaire et que ça ne remplace pas, mais il y a une certaine évolution, je trouve, intéressante. Mais après, on est bien d'accord, sur les sites, sur des applications, il y a énormément de choses communes d'un outil à un autre, de toute façon. Oui, totalement. Et du coup, ce que j'ai pas forcément dit, justement, et tu viens de le dire, en fait, il y a dans les outils no-code, en fonction de ce que vous voulez faire, il y a vraiment 50 000 choses. Alors, je vous ai mis un lien justement dans la partie de chat. Du coup, c'est no-code tech qui rassemble un certain nombre d'outils no-code ou de la famille no-code. Et en fait, vous verrez bien que en fait, sur des pages builder, par exemple, il y en a qui ont choisi des verticales. Alors, ce que j'appelle vertical, c'est un domaine d'activité et qui ont fait des landing pages ou du coup un outil no-code vraiment dédié à cette verticalité-là. Et en fait, je pense que c'est des évolutions. C'est des évolutions. Greg et Raphaël, est-ce que vous avez une remarque, un commentaire ou une petite question à nous partager? Alors personnellement, oui, j'ai appris pas mal de choses. Après, je me posais une question. D'après ce que je comprends, il faut quand même avoir des notions de ce qui est quand même un programme, notamment au niveau peut-être algorithmique, même si c'est pas formalisé, c'est une notion de logique et sûrement aussi du X. Ça n'empêche pas d'avoir ces deux choses dans le viseur. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi, Greg. C'est vraiment ça. Pour moi, la logique, elle est vraiment importante du coup d'avoir. C'est-à-dire que on va aller justement plugger, enfin du coup relier des choses du coup sur la logique no code entre elles
pour aller optimiser la conversion, pour aller optimiser le process de vente ou autre. Sur cette partie-là, en tout cas, la logique, elle est extrêmement importante. Quand on va dire, par exemple, qu'à partir de quand on va faire un scénario, par exemple, que le mail 1, si la personne répond ça, du coup, on va faire tel mail-là, on va lui présenter tel outil, telle chose au candidat pour faire ce genre de choses-là en no-code. On peut largement le faire, et c'est justement tout l'objet, mais il faut avoir une certaine logique derrière, quoi. Que pour autant, pour des page builders ou pour des applis assez petites, là, il y a peut-être forcément besoin. Par contre, c'est là où la partie UX va être pas mal importante. Et justement, au-delà peut-être d'avoir peut-être un dev, du coup, ou un freelance sur la partie dev qui va faire du custom, qui va faire un WordPress, qui va faire quelque chose, peut-être que du coup, ce côté-là, on l'a peut-être sur l'accompagnement plutôt UX, la partie conversion, avec un outil no-code qu'une personne prend en main, quoi. Est-ce que dans l'avenir, justement, ce genre d'outils, ce serait pas la continuité des outils existants pour l'apprentissage du code pour les enfants? Tu vois, les outils qui sont à l'école et qui sont des mises en place de blocs logiques, algorithmiques. Ouais. Et donc, ensuite, pour des adultes, faire du low ou du no-code. Et après, ceux qui veulent passer sur du code classique. Tu fais très bien d'en parler parce que justement, la définition du no-code, un autre mot autour, c'est le visual programming. Et donc, du coup, les outils associés du coup, à l'apprentissage du code, il y en a vraiment beaucoup. Et je ne sais plus si on en avait déjà parlé une fois, mais si, on en avait parlé il y a pas longtemps, justement, du coup, avec Stéphanie, sur une session, peuvent être rattachés justement à du no-code. Raphaël, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? En fait, moi, à la base, je connaissais un peu le no-code, parce que c'est quelque chose qui avait déjà été évoqué pour moi dans mes études. Après, c'est vrai que je suis plutôt d'accord sur tout ce qui a été dit au niveau c'est pensé pour être fait, pour développer rapidement des applications, pour de l'usage rapide, mais pas forcément pour quelque chose de pérenne. Après, c'est vrai que moi, ça m'intéresse d'avoir un peu, plutôt plus d'informations aussi sur les différents programmes qui existent, les différents services en fait qui existent, mais je vois qu'il y en a eu quand même pas mal qui ont été évoqués au fur et à mesure de la conversation et ainsi que dans le chat. Donc, je pense que je vais me baser là-dessus pour approfondir un peu plus ce sujet. Voilà. Du coup, quand tu dis, du coup, c'est les autres outils no-code, justement, tu avais une vision peut-être plus, du coup, pour lancer un produit rapidement, quelque chose, mais forcément l'automatisation ou l'écosystème derrière, quoi. Voilà, exactement. Moi, j'avais plutôt l'idée de c'est du rapide, c'est du pratique quand justement on n'a pas encore pas envie simplement de s'embêter avec du technique, dans le sens mettre les mains dans le cambouis et faire du code. Après, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément connaissance de tout l'écosystème qui va derrière de base aussi, quoi. Ouais. Ouais. Du coup, c'est vrai que, et moi, tu vois, cette partie-là, c'est justement pour moi un grand axe. Alors, pour ceux qui habitent Brest ou dans la région brestoise, Morlaix est pas très loin, à la rentrée en septembre, il y a votre étape qui va s'appeler Grosse Brest. Du coup, je suis en train d'essayer de monter une équipe un peu autour, justement, où on va faire des sujets associés à pas mal de choses, et notamment la partie automatisation, parce que c'est un axe du no-code qui est forcément assez connu pour moi, dans le sens où, si je prends encore un exemple, ça va être, on est déjà établi, on a un site, on a un certain nombre de choses, et on veut tester une fonctionnalité, quelque chose, et on peut faire une landing page qui est connectée à un formulaire, qui est connectée à un calendrier pour prendre rendez-vous avec la personne. Et on peut mettre un certain nombre de process en place comme ça, rien qu'avec no-code. Exemple, ça nous coûte un bras. Et ces choses-là, en fait, ça fait partie vraiment des potentiels du no-code. Et pour moi, c'est limite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important que juste des landing pages ou des applis. C'est très important, du coup, sur un lancement de produit, ça peut être vachement utile. Mais en fait, c'est vrai que ça existait déjà par le passé. C'est juste que ces outils-là ont maturé énormément et permettent d'aller beaucoup plus loin par rapport à avant. Mais il y a aussi toute la partie automatisation, voilà, cette connexion entre les outils, l'écosystème.
Ouais, du coup, c'est vraiment un peu sa partie que moi, j'ai pas connaissance. Donc, s'il y a un truc qui lance là-dessus, moi, je veux bien suivre et écouter tout ça, du coup. Voilà. Voilà. Bah, il y a un meetup qui s'appelle du coup Gross Breast qui est sur meetup.com, enfin qui est sur meetup. D'accord. Je l'ai Là, jamais croisé il est un celui-là peu, encore. là, il est un peu mort, mais du coup, j'ai pris la main dessus, là, du coup, il y a quelques semaines. Donc, D'accord, super. Bah, très bonne nouvelle. Mais en tout cas, c'est vrai que après l'automatisation, je pense pas qu'on en parlera peut-être aussi de nouveau, mais après, il y aura peut-être des demandes. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut un petit mot de la fin sur le sujet de ce soir? Anne ou Tony ou Émilie ou Raphaël ou Greg. Voilà, on est tous les 7 là. Juste pour parler justement de la seule fois où j'ai eu affaire au no ou au low code, c'était lors du choix. Je travaillais chez Oreden, donc du déploiement d'un outil low code ou no code pour les directeurs et les chefs de projet qui voulaient installer des tableaux de bord sans avoir aucune connaissance du code. Donc, ils voulaient pouvoir mettre des sondes, définir leurs critères, etc. facilement, visuellement. Donc, c'était l'adoption d'un outil comme ça, et surtout éviter le phénomène de ce qu'on appelle le shadow IT, qui devient une problématique dans les DSI avec des technologies ou des langages qui ne sont pas du tout maîtrisés et qui peuvent engendrer des problèmes de sécurité dans l'infrastructure. Moi-même, ça me ramène aussi en arrière. Quand je commandais un formulaire pour les sites de marque de la plateforme que je gérais, un formulaire, c'était une semaine homme de développement. Donc, voilà, ça coûtait cher en temps. En même temps, ça restreint les demandes qui faisaient dans tous les sens. Mais il aurait été, ça m'aurait beaucoup aidé de pouvoir faire du no-code sur des formulaires, notamment pour affiner la demande, pour que le demandeur puisse vraiment faire des montées en charge sur son formulaire et vérifier avec des testeurs, etc., que son formulaire était bon. Donc, voilà, c'était une grosse problématique de notre plateforme de site. Tu veux dire que le no-code peut être un moyen de faire une première proposition, par exemple, avant une phase de développement, d'abord une phase de développement avant une phase de production? Tu vois, par exemple, que j'avais un département, même le département RH, qui souhaitait créer un nouveau formulaire de recrutement, eh bien, on aurait pu le faire en no-code, le tester, et derrière, ils font des retours d'expérience. Et ensuite, une fois qu'il est bien calé et avec beaucoup plus de valeur ajoutée, à ce moment-là, eh bien, on fait la demande de développement sur une semaine ou 2 de développement. Mais ils sont sûrs d'investir sur quelque chose justement de durable avec vraiment de la valeur ajoutée, quoi. C'est une histoire d'étape, effectivement, comme expliquait Tony, et je pense que et moi, je me suis rendu compte que le temps de développement était à la fois une contrainte et un avantage, parce que ça a arrêté des personnes qui souhaitaient développer des choses finalement qu'elles avaient dans leur tête, mais qu'elles n'avaient pas pu tester. Et du coup, quelque part, qui étaient redondants, qui ne servaient pas à grand-chose, qui avaient très peu de valeur ajoutée et qui apportaient finalement beaucoup plus de bruit dans les sites que de la valeur ajoutée au niveau utilisateur. J'ai envie de donner la parole à Tony. Du coup, je viens juste de voir que du coup, je n'avais pas mis les liens. En fait, je te les ai partagés, Anne, et je pensais que. En fait, comme je t'ai envoyé un petit message au tout départ du Zoom. Là, c'est une question d'usage. En fait, j'ai pas vu qu'après, c'était resté sur Anne. Ah mince. C'était sur tout le monde. Et donc, je les ai remis, du coup, enfin, je les ai mis du coup dans le channel, dans la discussion. Et puis, au passage aussi, enfin, c'est vrai que aujourd'hui, on va peut-être terminer là. Mais si jamais vous avez besoin, du coup, des discussions, de continuer un peu les échanges autour du no-code, il ne faut pas hésiter à me biper par mail, par téléphone ou sur le Discord des différents
la porte est toujours ouverte pour discuter et aider autour de tous ces sujets-là. Donc voilà, pas hésiter. Super, merci beaucoup Tony de rester à ton travail pour être à l'heure. Moi je suis confuse parce que moi j'étais sur place mais j'étais pas à l'heure parce que j'étais pas à mon travail. Merci à Anne-Lu qui était à Toulon, à Marc qui était à Morlaix je pense, à Émilie qui était à Brest, à Raphaël qui était à Pébert et à Greg. Greg, je ne sais pas où tu étais ce soir. Je suis sur Brest. Ah, très bien. Bon, on est entre Finistériens. Non, avec Anne. Non, on fait l'hexagone. C'est super. Merci à chacun. Fin juillet, on fait un web échange sur la vidéo. Sur effectivement comment, en faisant des petites vidéos, ça peut vraiment changer la mise en termes de visibilité. On l'a vu avec Tony sur les réseaux sociaux, effectivement, quand on poste des vidéos, en termes d'engagement, c'est plus la même chose. Voilà. Mais après, encore faut-il être en capacité de faire des petites vidéos qui soient sympas. Et c'est là justement où le no-code permet potentiellement d'aller plus vite, plus loin. On a parlé par exemple d'un outil qui peut être considéré comme une no-code, c'est Canvas, du coup, où on a évoqué sur le design, sur les images, sur la présentation. Comment le nom de l'outil, pardon, Tony ? Canva. Canva. Du coup, qui est pas mal utilisé pour aller beaucoup plus vite, en fait, justement, par rapport à des choses. Sur l'image, et sur la vidéo, il existe aussi des petites choses, justement, pour aller plus vite, pour avoir la base de ressources, tout simplement, vidéo, des musiques, ou faire des vidéos à l'Instagram, sur des stories et autres. Et ce sera l'occasion, justement, d'en parler, justement. Et c'est vrai que la vidéo, c'est un outil de conversion super utile. Super. Merci. Puis à très bientôt. Et n'hésitez pas, voilà, s'il y a d'autres sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on discute, à nous les envoyer aussi sur le Discord. Et Anne-Lu, nous, on reste connectés forcément, hein, les Women Act. C'est dommage que Tania ait dû partir. Mais en tout cas, voilà, que ton choix soit le bon, que tu te sentes super à l'aise sur le choix que tu vas faire. C'est ça qui est important. Et puis, on est là aussi, en tout cas, pour te soutenir si tu as des doutes à nouveau. Ok, merci. J'en ai profité hier, j'ai demandé à la communauté No Code for Good de m'aider à lancer une appli pour les jeunes filles dans les banlieues. Donc, on va voir si jamais il y a des bénévoles qui ont envie de faire un bêta-test avec ça. Et je vous tiendrai au courant. Eh bien, c'est super. Et on parle vachement des filles ce soir et c'est génial. Merci beaucoup. On se dit à bientôt, fin juillet pour les tisserands qui seront volontaires, qui auront envie, qui seront curieux, qui ne seront pas en vacances, qui seront au boulot. Bonne soirée, du coup. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. J'ai arrêté l'enregistrement.